Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Et oui, toujours en 2025, on reste les premières. Et on s'appelle toujours Anna et Fanny. Et, bien, tout d'abord, bonne année. Bonne année à toutes et à tous, on vous la souhaite très, très joyeuse, pleine de belles choses et évidemment pleine de comédie musicale. Et Yes. En ce début janvier, c'est donc l'heure de notre épisode bilan de l'année dernière, donc notre bilan annuel 2024. Et comme d'habitude, ça va être un épisode extrêmement long, avec plein de commentaires de notre part sur toutes les œuvres, en gros, dont on n'a pas pu parler dans nos épisodes de l'année, mais qu'on a vues sur scène ou sur des écrans. On va commencer cette année par le théâtre, ça dépend des années, on varie un peu. Cette année, on commence par ce qu'on a vu au théâtre, et on va commencer par la catégorie comédie musicale anglo-saxonne, avec une comédie musicale qu'on a vue toutes les deux, mais pas en même temps, on l'a vue chacune à un endroit différent, en février 2024, comédie musicale qui s'appelle Woman of the Year. Alors effectivement, moi je l'ai vue à Bar-le-Duc le 3 février 2024. Et moi je l'ai vue à Antony en février aussi, je crois, un petit peu après toi, il me semble. Alors, qu'est-ce que Woman of the Year? J'avoue que moi, c'était une comédie musicale que je connaissais pas, mais qui était pourtant l'œuvre de gens qu'on connaissait, puisque son livret est de Peter Stone, dont on avait déjà parlé à propos de Titanic, et sa musique de Kander et Ebb, bien évidemment les compositeurs de Cabaret, Chicago et de Curtains. Il s'agit d'une adaptation du film de 1942 du même nom, un film qui a été réalisé par George Stevens avec Katharine Hepburn et Spencer Tracy. Alors cette comédie musicale de 1981 avait pour particularité d'avoir dans le rôle principal Lauren Bacall, la grande actrice de l'âge d'or hollywoodien, qui a, si vous l'avez déjà entendu chanter, une voix très grave, et donc la partition féminine dans cette comédie musicale est très grave, ce que j'ai trouvé assez étonnant et original. À savoir que Woman of the Year ne s'était jamais joué en France auparavant, donc une vraie découverte. Et déjà, je pense qu'on peut dire merci, malgré tout, au théâtre public de nous faire découvrir en fait des œuvres un petit peu méconnues que d'autres, et notamment des œuvres méconnues de gens pour le coup connus, contrairement à certains théâtres voilà, qui reprennent à l'envi Chicago ou Cabaret. Voilà, ça c'est fait. Alors déjà, mon avis, moi j'ai beaucoup aimé. Sincèrement, j'ai pas regretté d'avoir fait les 1h30 de route depuis Metz et Bravo. Même d'avoir passé pour l'occasion avec toute ma famille une nuit à Bar-le-Duc. Et oui, et oui. J'ai trouvé que la scénographie et la mise en scène étaient très efficaces. En fait, sur scène, pour un peu vous présenter le dispositif, on avait un panneau avec une large fenêtre carrée qui servait alternativement au fil de la pièce d'écran de télévision, de bar, de scènes de spectacle. Je trouvais que ce dispositif relativement simple nous entraînait de façon convaincante dans les différents espaces de la pièce. On a des projections qui sont utilisées comme souvent maintenant au théâtre, mais qui sont pas forcément figuratives, c'est-à-dire qu'on va pas combler un manque de décor réel par une projection. On va projeter des éléments qui sont naturellement à plat, par exemple des cases de BD, des couvertures de livres. C'était globalement, dans mon souvenir, très très beau. Et j'ai bien aimé notamment la scène où Sam, donc un des personnages de la pièce, crée son personnage de chat, puisque c'est un auteur de bande dessinée. Plus tard, il va discuter avec ce personnage. Il est au milieu de son atelier et tout autour de cet atelier, on a une projection en fait des cases qu'il est en train de dessiner. Un parti pris de la pièce était de pas traduire les chansons. Au début, j'étais plutôt contre, j'avoue. Mais je me suis laissée progressivement convaincre, même si de plus en plus, je crois que je suis pro-traduction, parce que c'est quand même un peu gênant. À la fois quand on peut pas facilement suivre finalement la continuité de ce qui est dit dans les dialogues et dans les chansons, et aussi voilà quand on sent que c'est pas des anglophones natifs qui chantent en anglais. Mais bon, c'était quand même relativement convaincant ce passage du français à l'anglais. Plus que, par exemple, dans le Cabaret qu'on avait pu voir récemment.
Oui, moi je suis un peu comme toi, personnellement, j'ai toujours un peu de mal avec le switch du français à l'anglais quand on passe de la parole au chant, quand les numéros commencent. D'autant que sans vouloir être désobligeante, parfois l'anglais des comédiens était pas toujours nickel. Mm. C'est vrai que ce choix de faire texte en français et chanson en anglais, c'est pas du tout une originalité particulière de cette œuvre, c'est ce que va faire aussi par exemple la production de Compagnie, là, qui va se jouer bientôt à l'Opéra de Massy et dans plusieurs autres théâtres, ils vont aussi faire ça. En revanche, ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'était le parti pris d'expliciter les références culturelles américaines, notamment parce que certains étaient très spécifiques. Par exemple, à un moment donné, il parle de l'adresse de Gettysburg. Et voilà, on explique ce que c'est dans l'histoire américaine. Et même à ce moment-là, il y a une petite vanne, en tout cas lorsque je l'ai vu, c'était ouais, la culture dans la Meuse, pour dire voilà, on expliquait à destination d'un public qui n'était pas forcément familier. Alors je ne sais pas ce qu'est devenu cette vanne en région parisienne. Ah, j'avoue, je sais plus. Peut-être ils ont fait une blague sur les banlieusards, des Franciliens. Ouais, voilà. Mais je me souviens qu'à un moment, en fait, c'était assez intéressant la manière dont c'était fait, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde se figeait sur le plateau et l'un des personnages expliquait la référence culturelle qui venait d'être faite. Ça faisait vraiment note de bas de page, quoi. Oui, exactement. Et c'était très marrant. Je me souviens qu'à un moment, par exemple, il parle de Lil Abner et tout d'un coup, il s'arrête et le mec disait Lil Abner est un comic strip américain satirique de telle période, etc. Et je trouvais ça assez génial, je suis d'accord avec toi, cette idée d'interrompre le récit de temps en temps pour expliquer ces références très américaines qu'on va pas comprendre en France. C'était drôle et c'était assez satisfaisant en tant que spectateur finalement de se dire qu'on pouvait comprendre encore mieux la pièce via ce petit gadget de mise en scène, c'était pas mal. Concernant les numéros musicaux, il y en a plusieurs que j'ai bien aimés. Par exemple, la chanson One of the Boys, qui était le seul numéro vraiment dansé, avec une chorégraphie malgré tout assez minimaliste, de Tess, donc l'héroïne féminine jouée par Ludmilla Dabo, au milieu des dessinateurs. La chanson aussi Sometimes a Day Goes By, une belle ballade amoureuse chantée par Sam. Le couple principal de la pièce, c'est donc Tess et Sam. Et alors celle que j'ai adorée, c'est The Grass is Always Greener, qui était cette chanson entre deux femmes, en fait, de la working girl, donc Tess, et de la femme au foyer, et qui, l'une et l'autre, comparaient leur vie, et en fait, qui s'admiraient mutuellement. C'est extrêmement marrant et extrêmement, je sais pas, il y a un truc très positif, de sororité. J'avais vraiment beaucoup aimé ce numéro. Ouais, moi aussi, j'avoue, il fait partie de ceux qui m'ont marqué. Je crois qu'il y a une émission de 42e rue où la troupe était passée, où on peut retrouver ces numéros-là. En revanche, je dirais que sur le contenu du livret, finalement, je l'ai pas trouvé hyper passionnant. Donc, c'est adapté d'un film qui s'inscrit dans le genre qu'on appelle le genre de la screwball comédie. Donc, c'était des comédies très enlevées de l'âge d'or du cinéma américain, où voilà, c'était des comédies romantiques avec beaucoup de ping-pong, d'engueulades entre les couples, etc. Mais j'avoue que là, ça fonctionne pas totalement, l'histoire d'amour, et tout est un peu trop précipité au début, et ensuite les raisons qui fait qu'ils peuvent pas vraiment être ensemble ne paraissent pas vraiment suffisantes, même si on comprend l'idée, c'est que elle travaille trop, etc. Bon, j'étais pas ultra convaincue, après ça devient de plus en plus délirant, il y a une succession d'idées narratives improbables, comme l'arrivée d'un danseur russe. Oui, ça c'était pas très... C'est cocasse, mais c'est pas ultra bien écrit, je trouve. Les interprètes sont admirables, enfin on peut saluer notamment les performances de certaines qu'on a déjà souvent vues dans la comédie musicale française. Je pense à Ludmilla Dabo, qu'on a déjà vu dans les pièces de David Lescaut, tout comme Jacques Verzier, ou encore Dalia Constantin, qu'on avait vu notamment dans Page Ma Game récemment. Ah, Dalia Constantin, elle est géniale dans cette pièce. Elle a l'air de s'éclater, elle fait plein de rôles différents, oui. Elle joue même des hommes. J'ai vraiment adoré ces différentes interprétations. Aussi, point qui est toujours plaisant, c'est que on a les 4 musiciens, donc qui sont évidemment sur scène, c'est un petit théâtre, et qui jouent aussi des petits rôles et qui interagissent beaucoup avec les comédiens principaux, et c'est très très plaisant. Oui, ça c'était vraiment très chouette, notamment c'est eux qui font justement la bande lorsqu'elle est parmi les dessinateurs, non? C'était vraiment bien trouvé. One of the Boys, c'est eux, ouais. J'ai trouvé aussi dans ce spectacle qu'il y avait vraiment cette vibe particulière des comédies musicales du théâtre public. J'ai du mal à l'exprimer autrement, à la fois dans la mise en scène, dans la formation musicale réduite évidemment. Et je me suis dit que j'aimerais bien en voir plus finalement de ce style de comédie musicale. Même si c'est très différent des grands spectacles qu'on peut voir ailleurs, que ce soit à Mogador, que ce soit à la scène musicale, même si on est sur des espaces et des types de productions très différentes, je trouve ça intéressant aussi, cette facette de la comédie musicale à la française. Carrément.
Enfin, pour le coup, de la comédie musicale américaine, mais qui se joue en France. Mm. Autre comédie musicale américaine, quelle transition, et pas des moindres. West Side Story, Anna, tu en as à nouveau vu une version que tu as vue le 17 février à l'Opéra de Bordeaux et qui est la tournée de la production qui s'est jouée au Châtelet fin 2023. Oui, c'est la 6e fois que je voyais West Side Story sur scène. Belle performance. Ouais. C'est une version très classique, fidèle à l'original. Ça a vraiment rien à voir avec, par exemple, la version qu'on avait vue à l'Opéra de Strasbourg en 2022. On est vraiment sur quelque chose qui respecte vraiment l'idée originale. Les chorégraphies de Robbins sont reproduites à l'identique. On a les décors avec les escaliers métalliques. Il n'y a pas de grande surprise, mais évidemment c'est West Side Story, donc la musique est sublime, les chorégraphies sont incroyables, etc. Et, comment dire, étant là, en tant que personne qui connaît par cœur cette œuvre, l'intérêt se porte sur autre chose, se porte sur les détails, chercher les variations par rapport à ce qu'on a déjà vu. Et là, par exemple, les interprètes de Tony et Maria étaient étonnamment les deux plus marquants, alors que ça peut être parfois des personnages qui ont un abord un peu lisse, un peu fade, etc. Là, ils étaient pas du tout lisses. Lui, surtout, l'interprète de Tony était très vivant, elle était hyper dynamique, souriante, on sentait leur jeunesse, c'était très convaincant. Et par contraste, bizarrement, la comédienne qui faisait Anita ne m'a pas vraiment marqué, alors que c'est un rôle qui souvent sort du lot. L'interprète de Anybody's était génial, avec une énergie hyper efficace. J'ai l'impression que c'est un personnage qui, plus les années passent, plus il s'affirme, il prend une force, etc. Et les interprètes sont investis de ça, je sais pas comment dire. Un moment que j'ai remarqué lors de la scène du viol, c'était moins violent que d'autres versions qu'on a vues, puisque Doc venait interrompre avant que le viol ait vraiment lieu. Mais il y avait un choix qui, à mon avis, je suis pas sûre, mais inspiré du film de Spielberg, puisqu'on voyait les filles Jets derrière la vitre, en train de taper pour dire aux garçons d'arrêter. Ça, c'est un truc qu'on avait remarqué, qu'on avait trouvé très fort, très émouvant dans le Spielberg. Et je l'avais jamais vu avant, donc je me demande si c'est pas inspiré par la version de Spielberg de 2021. Également, j'ai remarqué que Anybody's était présente dans cette scène et elle essayait de les empêcher. Et ensuite, c'est elle qui descend pour appeler Doc à la rescousse. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais jamais remarqué. Alors j'ai un doute, est-ce que c'est toujours comme ça ou pas? En tout cas, là, c'était assez valorisé, donc cette scène... Enfin voilà, c'est intéressant de voir toutes les petites variations, finalement, lorsqu'on fait des mises en scène, y compris des mises en scène ultra classiques et ultra respectueuses de l'œuvre originale. Alors, parmi les autres comédies musicales américaines qu'on a vues cette année, il y a également The Fantastics qu'on a vu à Strasbourg au mois de mars. Mais on va pas vous en reparler puisqu'on a consacré un épisode à cette production. Donc, on vous renvoie à l'épisode en question. Et deux autres œuvres qu'on a vues et dont on parlera plus tard, c'est les deux pièces qu'on a vues au Lido. Rocky Horror qui fera l'objet d'un grand épisode gros plan sur Rocky Horror dans l'absolu, sans doute pour Halloween 2025, ça paraît logique. Et Hello Dolly, qui sera l'objet lui aussi d'un épisode à venir dans l'année. Passons maintenant aux comédies musicales françaises. Avec tout d'abord un petit ou un gros peut-être point, Schoenberg et Boublil bien sûr, puisque en 2024 ils ont été vraiment à l'honneur. À commencer par la nouvelle version de leur comédie musicale, La Révolution française. Une comédie musicale qui est présentée comme le premier opéra rock français, donc une pièce de Claude-Michel Schoenberg et Raymond Jeannot, avec un livret d'Alain Boublil et Jean-Max Rivière. C'est une œuvre qui est d'abord conçue pour le disque. Elle sort d'abord sous la forme d'un double album en 1973, mais le succès du disque va inciter les auteurs à le monter en spectacle musical au Palais des Sports de Paris, donc dès 1973. Et en 1974, ça va être repris au Théâtre Mogador. Et c'est donc cette œuvre, qui est quand même relativement tombée dans l'oubli, et notamment en comparaison avec Les Misérables, qui s'est jouée en mai-juin au Théâtre Le 13e Art à Paris, donc dans le 13e arrondissement. Alors, le concept de la Révolution française, c'est qu'on va avoir différents tableaux musicaux qui vont évoquer les grands moments de la Révolution française, avec sur ce fond historique-là, une histoire fictive des amours impossibles entre un fils de boutiquier devenu député de Paris pour le tiers-état et une jeune aristocrate. Alors, moi j'avoue que étonnamment ça m'a plutôt plu, même si c'est pas vraiment mon style de musique. Alors soyons clairs, j'ai grosso modo rien compris à l'histoire. Heureusement qu'on avait dans le programme une frise chronologique assez détaillée sur les différents événements historiques de la période pour qu'on puisse se repérer un peu. Plutôt bien vu pour ceux qui ont mal suivi ou oublié leur cours d'histoire. Oui, moi aussi dans l'ensemble j'ai vraiment bien aimé, même si je trouve que le livret est un peu faible. On comprend pas hyper bien qui est qui, les enjeux précis comme tu l'as dit.
Ça aurait mérité peut-être du texte en plus, hein, parce que c'est vraiment un enchaînement de numéros en réalité. Les paroles sont pas toujours géniales. Dieu sait que j'aime bien Alain Boublil, mais je pense pas, et je le redis, que c'est le plus grand parolier de l'histoire de la musique. Et ce qui m'a gêné, c'est vraiment que l'histoire d'amour est inutile. Elle est pas assez creusée pour émouvoir, on s'attache pas à ces deux personnages, on s'en fiche, ça ralentit l'intrigue politique, et leurs chansons d'amour sont un peu chiantes. Voilà ce truc de un révolutionnaire qui est amoureux d'une noble. Franchement, c'est un peu le niveau zéro de la création de conflits dans une telle intrigue. Enfin, je sais pas comment dire. Du coup, il y a zéro développement des tensions que ça peut engendrer entre eux. Surtout elle, on sait rien d'elle, on sait même pas quel est son avis véritablement sur la révolution. Enfin, c'est un peu dommage, je trouve. Le livret, de manière générale, est assez déconstruit, même si finalement on s'y fait à cet enchaînement de tableaux. Surtout dans le deuxième acte, on a vraiment beaucoup de scénettes sans lien les unes avec les autres. On va avoir les chouans, on va avoir la chanson marrante de Napoléon avec les lavandières. On va avoir l'assassinat de Marat qui est traité sur le mode comique vaudeville, assez surprenant mais qui fonctionnait bien. La musique, je l'ai trouvée bien dans un registre assez rock. On entend un peu Les Misérables bien sûr en germe. Il y a vraiment plusieurs passages assez marquants comme le passage assez presque gospel de Talleyrand qui fait son serment là. C'est assez cool. La chanson qui revient assez souvent, française, français. D'ailleurs, ça c'est une modification parce que dans l'original c'était français, français. Et là, ils ont mis française, français. Ils ont fait un peu d'écriture inclusive, donc bravo. Ah, le wokisme. C'est ça. Même Boublil et Schoenberg sont atteints par le wokisme. Donc voilà cette petite mélodie très catchy qui revient régulièrement. La chanson des Chouans, qui sont donc les contre-révolutionnaires, est beaucoup trop catchy elle aussi. Chouans, en avant. Voilà, c'est très bien. La chanson, la fête de l'être suprême, un peu en ambiance hippie avec les personnages qui chantent Alléluia, ça donnait presque envie de se joindre. Mais comme en fait c'était la terreur, il y avait un truc un peu étrange d'avoir envie de s'y mêler. Mais ouais, il y a plusieurs chansons vraiment chouettes quoi. La mise en scène aussi était assez sympa, je trouve, assez conceptuelle au sens où il y avait pas de décor figuratif dans mon souvenir très important sur scène. Hein, c'était assez abstrait. Voilà, assez abstrait. On avait les musiciens sur scène, donc qui étaient visibles du public, et aussi dans la troupe, et on avait certains chanteurs qui étaient également musiciens, donc un truc vraiment multidisciplinaire, assez sympa. Et en tout, on avait 25 interprètes sur scène, donc c'était aussi quelque chose d'assez imposant de ce niveau-là, bon, ce qui semble assez logique hein, pour une fresque, littéralement, telle que l'est cette œuvre. J'avais aussi été marquée à l'époque par les costumes bleu, blanc, rouge, mais c'était aussi parce que j'avais une relation conflictuelle avec le drapeau français à cette époque-là. Private joke. C'était des costumes qui n'étaient pas des costumes d'époque hein, dans mon souvenir, mais qui simplement étaient dans ces touches de bleu, blanc, rouge qui évidemment rappellent le drapeau français. Moi, je voudrais aussi dire un petit mot des interprètes, même si j'avoue, j'ai pas noté comment ils s'appelaient, et j'en suis fort désolée. Je le rajouterai peut-être sur notre site. L'interprète de Danton, je l'avais trouvé très très bien, ainsi que plusieurs des comédiennes, mais là, c'est difficile de retrouver qui elles jouaient, parce qu'encore une fois, des fois, on était un peu perdus sur qui était qui. Mais une troupe, dans l'ensemble, vraiment très très convaincante. Et maintenant, passons à une autre œuvre vaguement connue de Boublil et Schoenberg, un truc qui s'appelle Les Misérables. Mais de quoi ça parle, le pitch? On a vu ça le 5 décembre au Théâtre du Châtelet. Bon, c'était un revival mis en scène par Ladislas Chola. Donc c'était la première fois qu'une version complète de ce spectacle mythique de la comédie musicale se joue en France et en français depuis 1991 hein, quand même, hein, depuis la version qui s'était jouée au Mogador. Alors, on pourrait commencer par dire que c'était super beau et qu'on était trop bien placés. Hein. Merci encore le Châtelet pour cette invitation. On en a vraiment pris plein la vue. Et je disais en riant tout à l'heure de quoi ça parle Les Misérables. Mais il faut savoir que c'est à peu près la première fois que je comprends enfin ce qui se passe dans Les Misérables. Déjà parce que c'était en français et que du coup j'ai réussi à garder mon attention suffisamment longtemps pour comprendre un petit peu les enjeux de ce dont on causait. Et que voilà. Alors revenons au spectacle. La mise en scène était effectivement assez différente de la version qu'on peut voir à Londres ou qu'on a pu voir aussi à New York. Alors moi j'avais déjà vu Les Misérables, je l'avais vu il me semble au Châtelet d'ailleurs, lors d'une tournée à l'époque où le Châtelet accueillait pas mal de productions en complément des productions qu'il faisait lui-même. Voilà, je l'avais déjà vu, mais visuellement, ça avait absolument rien à voir, puisque comme tu le disais, il s'agit d'une nouvelle mise en scène.
et aussi d'une nouvelle scénographie. Donc la scénographie est signée d'Emmanuel Roy. Et apparemment, son inspiration pour cette scénographie, c'est une gravure de Gustave Doré qui s'intitule L'Enfer de Dante. Et en fait, on avait effectivement 2 espèces de pentes en mouvement qui allaient aux différents stades de la comédie musicale, évoquer différents décors. Et ce décor, qui est donc finalement assez peu figuratif, est complété par des accessoires réalistes, de l'utilisation de la vidéo, mais on est sur quelque chose d'un peu plus abstrait, si on peut dire, que dans les autres productions des Misérables. De l'aveu, en tout cas, de l'explication du metteur en scène et de la scénographe, c'est parti d'une volonté de laisser un petit peu plus de place, tout simplement, à l'imagination du spectateur. Oui, c'est peut-être pour ça que, même si évidemment j'ai adoré, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, du fait de ces choix-là. J'ai écrit d'un plus grand minimaliste, tout est relatif, parce que évidemment c'est pas minimaliste, mais par rapport au côté grandiose, presque écrasant de ce que j'avais vu à Londres, etc., du plateau tournant, enfin des choses vraiment très impressionnantes. Là, c'est vrai qu'il y a une volonté de plus d'épure, on va dire, qui finalement marche très bien, mais qui, au tout début, je me suis dit, ah tiens, c'est pas exactement ce que j'attendais. Ce qui est bête, parce que c'est le but d'un revival, c'est de faire pas exactement ce qu'on attendait. Mais voilà, évidemment, finalement, j'étais à fond, j'ai pleuré plein de fois. Et, en plus, après, je l'ai revu le 31 décembre. Ça, c'est la vraie fan. Ouais, mais j'avais pris ma place avant qu'on sache qu'on pouvait y aller, et après, j'ai pas revendu ma place, parce que j'avais envie de le revoir. En espèce d'ingrate, je l'ai revendu. Mais j'ai été voir une autre comédie musicale à la place. Donc. Et donc, quand je l'ai revu le 31 décembre, je crois que c'était encore plus génial. Et alors, en fait, même si effectivement on s'est hyper bien placé la première fois, c'était génial, mais en fait, j'étais plus loin. J'étais au 2e balcon, légèrement sur la droite. Ça m'a permis de mieux apprécier justement ce décor qui m'avait laissé légèrement perplexe la première fois, parce que je voyais mieux la profondeur de la scène, et je voyais tout ce qui se passait aux différents niveaux de la scène. Du coup, j'étais encore plus immergée bizarrement alors que j'étais plus loin. Bon, j'ai beaucoup aimé plein de choses, mais un élément, parce que j'aime râler, que j'ai trouvé bof, c'est la célèbre, entre guillemets, scène du suicide de Javert, où littéralement le personnage chute, et il y a un espèce de truc de projection, voilà, très figuratif, un peu de mauvais goût, enfin voilà, j'aurais imaginé autre chose. C'était pour le coup trop réaliste, je trouvais. Je sais pas si c'était un peu clair. Ouais, la scène est très bien, la chanson est magnifique, tout ça, mais c'est vrai que le moment de la chute, où le comédien bascule en arrière et en fait est remplacé par une projection chelou de corps qui tombe au ralenti, c'était pas beau. Encore un ralenti, mais arrêtez! Ouais, c'est vrai. Encore un problème de projection moche et de ralenti moche. 2 choses qui ne vont pas, et surtout pas ensemble. Non, ouais, en fait, j'aurais préféré qu'au moment où on voit le comédien basculer, que ça coupe au noir, parce que oui, franchement... tout simplement. Et qu'on ait la musique sur le noir, enfin j'en sais rien, je trouve que c'était pas convaincant et ça nous sortait plutôt de l'émotion du moment qu'autre chose. Bah oui, je pense que c'est vraiment cette idée de faire le lien entre un corps physique et après une projection en 2D, on n'y croit pas en fait que c'est lui tout simplement qui tombe, donc ouais. En revanche, je voulais saluer la prestation incroyable d'Océane de Montis en Éponine. Elle est vraiment bluffante, magnifique, et elle m'a fait vraiment apprécier aussi ce personnage que j'ai un peu tendance à dismisser ou je sais pas, mais là, elle lui a donné une épaisseur étonnante. Ouais, elle était vraiment... je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est vraiment la... Il y a beaucoup de très belles performances, mais c'est peut-être celle que j'ai préférée. Elle donne du caractère, de l'émotion, de la présence à ce personnage. Du coup, tous ces morceaux m'ont vachement ému. Notamment, alors que c'est pas habituellement un moment qui me marque, la chanson Un peu de sang qui pleure, A Little Fall of Rain, donc le moment où elle meurt, pardon, spoiler alert, mais bon, si vous écoutez ce podcast et que vous avez pas des trucs basiques sur Les Misérables, bon... C'est un moment qui, d'habitude, je trouve mignon, mais sans plus, et là, m'a vraiment bouleversé, quoi. Dans les rôles des Thénardier, des truculents Thénardier, on salue les superbes David Alexis et Christine Bonnard, qui sont à la fois affreux et désopilants. Vraiment, Christine Bonnard, à chaque fois qu'elle parlait, j'étais pliée en deux. Enfin voilà, elle est formidable. Ouais. Et dans tout ce qu'elle joue, c'est ça qui est assez rigolo. On la voit dans différentes pièces. On rappelle qu'elle était dans Mamma Mia il y a pas si longtemps. Et là, bon, elle est très différente, mais toujours aussi bien.
Également la prestation très marquante de Claire Perrault en Fantine, où je suis un peu partagée, parce que Claire Perrault fait le choix d'être dans un pathos pathosissime, je ne sais pas comment le dire, d'un pathos à l'excès, d'une Fantine blême de bout en bout, qui chante à fendre l'âme. C'est à la fois très juste et pas ridicule, parce que on sent une émotion très très sincère de la part de Claire Perrault. Enfin voilà, c'était sincère, ça c'était évident, mais je me suis quand même demandé si c'était pas un peu trop. Je sais pas, je me dis on peut être sincère en faisant trop, mais voilà, je sais qu'on en a parlé à l'entracte, parce que ça m'a vraiment laissé perplexe. C'est évident que c'est un choix du too much, mais je sais pas exactement ce que j'en pense. Ça m'a pas forcément dérangé, mais je me suis interrogée. Oui, c'est vrai qu'on était sur la même longueur d'onde quand on en a parlé. C'est pas trop mon style d'interprétation, je peux dire ça comme ça, mais c'est des choix de jeu complètement cohérents en fait, à la fois avec le personnage, avec l'œuvre. Disons que ça tranche pas de manière ridicule avec l'atmosphère musicale, émotionnelle, narrative des Misérables, mais c'est un choix qu'on peut questionner, on va dire. Et c'est un choix qu'elle a aussi dans la diégèse, entre guillemets, sur les parties, j'allais dire plus narratives, mais ça veut un peu rien dire. Et puis comme c'est... les parties qui sont pas les grands airs, qui sont pas j'avais rêvé qui sont pas les grands airs connus. Signalons également un Gavroche très mignon, dont j'ignore le nom, mais voilà, il était extrêmement mignon et très encouragé, à la fois par le public et aussi par la troupe, donc c'était très chouette. On a rigolé à un moment, l'interprète qu'on a vu, il était un petit peu décalé dans le groupe et on a vu 2 adultes le remettre bien au centre de la scène, c'était très mignon. Oui, il est chouette. Et la deuxième fois que je l'ai vu aussi, le public était en feu pour Gavroche. C'est vraiment un super personnage, les gamins qui le font, ils sont trop Oui, voilà, j'imagine qu'ils sont plusieurs, donc je sais pas. Ouais, oui, du coup, on sait pas... Moi, j'ai adoré Javert, interprété par Sébastien Demange, très convaincant dans son côté implacable et imperturbable, pas ridicule comme peuvent parfois l'être les interprètes de Javert qui en font des tonnes dans ce côté très sévère, etc. Donc j'ai beaucoup aimé. Ce qui était marrant, c'est que Javert et Valjean avaient un look très similaire. Le crâne chauve, une grosse barbe. Et donc il y avait une forme de gémellité entre ces deux personnages qui sont les ennemis, quoi, de bout en bout de la pièce. Heureusement qu'on était placés très très près, parce qu'autrement, moi je suis sûre que je les aurais confondus et j'aurais vraiment rien compris. Alors non, parce que sur les costumes et tout, c'est quand même assez clair. J'ai remarqué le costume de Javert, vraiment. Ah, tu connais pas ma non-physionomie excessive. Moi je suis nulle aussi, je reconnais pas les gens, c'est affreux. J'ai essayé la deuxième fois, en plus j'étais plus loin, donc c'était complètement débile de se dire ça. Je vais essayer de reconnaître les gens de l'ensemble, parce que c'est des gens qu'on a vus dans d'autres pièces, c'est des gens qu'on suit sur les réseaux sociaux. J'ai reconnu personne, je voyais rien, et en plus je suis pas physionomiste. Bref. Oh, pour le coup, on les reconnaissait bien quand on était placés tout devant. Non mais si, il y avait Vincent Gilliéron, il y avait Yoann Launay, si, mais bon, voilà. Pas tous. Stanley Cassa, qui interprétait Enjolras, c'était également très bien, voilà, avec cette fougue révolutionnaire plutôt bien rendue. J'ai beaucoup aimé Marius aussi, joué par Jacques Presse, qui avait une belle intensité par rapport à d'autres interprétations du rôle qu'on peut trouver assez fades, je trouve. Il était assez convaincant dans toutes ses émotions, à la fois révolutionnaires, amoureuses, etc. Dans les choses diverses et variées qui m'ont marqué, j'avais noté que les costumes des prostituées, donc le numéro, je crois, Lovely Ladies. Lovely Ladies, Jolie Chérie en français. Eh bien, ce numéro, donc quand Fantine commence à se prostituer, en fait, pour avoir de l'argent, on a des costumes qui tranchent, je trouve, à la fois avec les costumes qu'on peut voir habituellement dans la reconstitution de cette époque au cinéma ou dans les spectacles, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des choses assez modernes, étonnamment modernes, à la fois sur les coupes, sur les motifs, parce que j'ai noté des rayures. Je sais pas, ça m'a étonnée de voir des rayures. Il y avait un côté presque Tim Burton, je trouvais, à ces costumes. Et aussi sur la présence de couleurs. Alors que c'est peut-être bête, mais dans mon idée, Les Misérables, c'est très sombre, c'est très bleu et marron. Je sais pas comment dire, bleu, marron, rouge, tout simplement les couleurs de l'album, peut-être, de la jaquette de l'album. Et là, on avait du orange, on avait du vert pétant, en tout cas dans mon souvenir. Et bref, ça m'a beaucoup étonnée. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette d'innover un peu comme ça au niveau des costumes. Et autre chose que j'avais noté, c'est les textes, notamment des dialogues des Thénardier, qui étaient extrêmement vulgaires. Moi, j'ai été choquée. Vous savez combien je suis facilement choquable. Et ben voilà, j'ai été choquée. Il y avait des gros mots, des choses un petit peu qui ont fait saigner mes oreilles.
Bah, j'imagine que c'est fait exprès, mais je suis pas contre, hein. Mais je veux dire, c'est suffisamment remarquable pour que ça étonne le spectateur, donc c'est assez sympa. Et ça rend ces personnages d'autant plus, je ne sais, insolites ou voilà, ou peut-être aussi repoussants, hein, parce que c'est un petit peu l'idée. Oui, et il me semble que dans la version anglo-saxonne, cette dimension-là est moins forte. Hein. J'ai pas l'impression qu'ils disent des fuck et des... C'est ça, est-ce qu'on s'en rend moins compte parce que c'est en anglais ou... Mais Peut-être. ouais, mais je pense pas. Hein. Mais je pense pas, hein. Je pense vraiment que le texte français insiste sur ce côté-là. Les anglo-saxons sont peut-être plus facilement choquables aussi, donc ils mettent pas trop des gros mots dans des pièces, alors qu'en France on s'en fiche un peu. Je sais pas, à étudier. Donc je voulais commenter un peu les nouvelles paroles, puisqu'il y a des petits changements qui ont été faits par Alain Boublil. Il y a des choses qui sont bien, qui fonctionnent bien, d'autres où j'étais un peu déçue. Je trouve que parfois j'ai l'impression qu'il a essayé de coller encore plus aux paroles anglophones, et que, du coup ça a enlevé un peu la personnalité, comme dans la chanson Mon Histoire, donc qui est version française de On My Own, où il a enlevé toutes les choses qui étaient un petit peu, qui relevaient du fait qu'elle parlait d'un conte de son enfance, etc. Je trouve un peu dommage. Et autre chose que je signale, à un moment, il fait mention des pierres d'une barricade. Et pardon, mais ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de pierres sur une barricade. On voit bien sur la scène qu'elle est faite avec des chaises, des tables et des trucs en bois. Donc les pierres d'une barricade, c'est... Et mais ça, c'était une nouvelle parole. Hein. Donc je sais pas d'où... Personne lui a dit non, il n'y a pas de pierre dans une barricade. Alors apparemment, si on en croit le programme du Châtelet, Boublil a corrigé, adapté, modifié environ 1/5 du texte de la comédie musicale originale, je cite, en se nourrissant des apports des 4 décennies écoulées depuis sa création. J'avoue que je sais pas exactement ce que ça veut dire et à quoi il fait référence en parlant des apports. Est-ce que ça veut dire justement de la circulation que l'œuvre a eue et de la notoriété de la version anglaise, tout simplement? Je pense, il a été nourri du texte anglais, des différentes modifications qui ont aussi été faites sur le texte anglais au début, hein, depuis ça a pas trop bougé, mais surtout au début. Mais néanmoins, il a pas encore perfectionné, le texte français n'est pas encore parfait. Le texte anglais est meilleur, je suis désolée, encore une fois, même si c'est une création française à l'origine. Le texte anglais est meilleur. Même en termes de prosodie, il y a des phrases qui sont trop longues par rapport à la mélodie, des accents placés n'importe comment. Et alors, pardon, je donne cet exemple parce qu'il m'énerve. Quand un jour est passé, on est toutes plus vieilles d'un jour. L'accent sur le d'un n'a aucun sens. D'un, ça sert à rien. Les accents, faut les mettre sur les mots qui sont importants. C'est la base de la prosodie. Bref, pardon, mais il fallait que j'en parle. Pareil, la chanson Comme un homme, mais ça a pas changé, hein. J'ai jamais compris cette chanson. Elle est magnifique, hein. Le falsetto, la voix de Valjean, la mélodie est sublime, ça m'a ému quand je l'ai vue et tout. Mais les paroles ne veulent rien dire. Les paroles de Comme un homme, c'est quel rapport avec le fait d'être un homme? Ces paroles françaises ne veulent rien dire. Alors on se dirait, pardon, je dérive, mais c'est pas grave. L'épisode va durer 4 heures. Mais oui. Ça, c'est une chanson qui a été traduite de l'anglais au français, en fait, puisqu'elle n'existait pas dans la première version des Misérables. On dirait, je sais pas, en anglais ça s'appelle Bring Him Home. Il a vu Home, il a dit homme. Enfin, je sais pas, et après il a dit comme un homme, tu vois, mais ça n'a rien à voir. Je suis sûre qu'il y a un truc inconscient, évidemment. Bref. Bref, mais c'est pas grave. Il y a plein de trucs qui sont très beaux dans les textes. À part l'histoire de la pierre d'une barricade, à la volonté du peuple, c'est hyper beau. Le texte est beau. Quand ça revient à la fin, moi j'ai eu les frissons. Hein, donc voilà. Je chipote parce que j'adore. C'est toujours la même chose. Boublil, dans le programme à nouveau, il commente justement, il parle à la volonté du peuple en disant que ces paroles en français permettent de ne pas dénaturer la prophétie politique de Victor Hugo. Donc j'imagine que les paroles sont sensiblement différentes de Do You Hear the People Sing en anglais et qu'elles portent davantage en français cette connotation politique. C'est vrai que c'est un peu différent, même si fondamentalement le côté galvanisant d'un peuple qui doit se soulever pour acquérir sa liberté, etc. est quand même toujours présent et ultra efficace. Moi, c'est ce qui me donne vraiment des frissons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Autre moment qui me donne des frissons, c'est la fin, au moment de la mort de Jean Valjean, là encore spoiler alert, mais bon. On voit apparaître non seulement un truc que j'ai toujours trouvé étrange, hein, le fantôme de Fantine, ok, le fantôme d'Éponine, on se dit qu'est-ce qu'elle vient faire là. Donc ça c'est la version habituelle avec ces deux femmes, mais dans cette version-là, on a aussi l'apparition de l'évêque de Digne, donc l'évêque qui a été le révélateur pour Jean Valjean au tout début de l'histoire. Quand on le voit apparaître, ça m'a fait pleurer, franchement. Et même aussi le fantôme de Javert, il y a un moment où un peu tout le monde arrive sur la scène comme si c'était les fantômes d'un peu tous les morts qui viennent et tout. Et il y a même Javert
qui serre la main de Valjean, je trouve ça assez beau. Je crois que j'avais dit dans l'épisode Carte Blanche qu'on avait fait il y a quelques années sur Les Misérables que je trouvais que c'était une superbe idée. Enfin, j'ai toujours pensé ça, donc merci la Distache Chola de l'avoir concrétisé pour moi. J'avais une remarque. On avait parlé d'un truc sur le quai du métro, je m'en souviens. Je t'avais dit que j'avais trouvé que le moment, un petit chair, un empty tables, seul devant ces tables vides, on a une projection des ombres, de ceux qui sont morts sur les barricades. Et je t'avais dit, oh là là, je trouve ça un peu on the nose. Et tu m'avais regardé en mode, tu es un monstre sans cœur. Moi, je trouve ça super poétique. Et donc je m'étais dit, je suis un monstre sans cœur, je vais pas dire ça au micro de All That Jazz parce que tout le monde va penser que je suis un monstre sans cœur. Et il se trouve que j'ai parlé avec un autre fan de comédie musicale que nous connaissons toutes les deux, qui répond au nom de Walid Latrèche, qui pense exactement comme moi. Donc on est au moins deux à être des monstres sans cœur. Après, j'ai pas dit que c'était bouleversant de poésie, j'ai dit que je trouvais que ça fonctionnait bien sur le moment. Ça m'a pas choqué. J'aime bien quand, dans les mises en scène de cette scène, quand ils trouvent une manière d'évoquer les fantômes des amis de Marius qui sont morts, quoi. Donc là, c'était une manière comme une autre. Mais on a le droit de critiquer, hein, la mort de Javert, c'est bouleversant, mais quand on le voit tomber, c'est ridicule, c'est pas grave. Non, mais bref, moi j'ai adoré, encore plus la deuxième fois, donc j'ai j'ai envie de le revoir encore. Ça vient de se terminer, je sais plus où on en est des annonces, mais bon, il devrait y avoir une reprise et ou une tournée, je pense que on va pas en rester là avec cette version des Misérables. Bon, là, moi, j'étais pas du tout au courant que ça allait être effectivement soit repris, soit prolongé. Mais le jour de la dernière, sur leur Instagram, tous les interprètes, ils étaient en mode, c'est fini pour le moment. J'étais en mode, ah d'accord, donc ça va. Parce que tous, ils étaient, pour le moment, c'est fini. Ils laissaient planer que ça allait reprendre. Donc voilà, je ne sais pas quand et où, mais je pense effectivement que ça va reprendre. Alors, autre comédie musicale qu'on a vue sur scène cette année, cette fois des créations, a commencé par la création de La Haine, donc adaptée du film du même nom. Oui, donc c'est 30 ans après la réalisation du film français culte de Mathieu Kassovitz, mis en scène par ce dernier, par Mathieu Kassovitz. On a une bande-son, donc généralement hip-hop, même s'il y a quelques autres genres qui viennent s'y mêler. Des artistes de l'ancienne génération que personnellement j'écoutais dans les années 90-2000, donc j'étais contente, comme des chansons de Akhenaton, Tunisiano, Oxmo Puccino, ou des artistes plus récents comme Youssoupha ou Medine, ou même encore plus jeunes, et aussi des artistes d'autres genres comme M ou encore Clara Luciani. Alors je suis contente de l'avoir vu. On peut encore une fois remercier la production de La Haine pour leurs invitations très généreuses, parce qu'il faut dire qu'on l'a vu toutes les deux à des moments différents et à chaque fois avec un invité. Merci beaucoup. Donc je suis contente de l'avoir vu, comme je disais, mais je suis pas sûre d'avoir totalement aimé. J'en avais entendu beaucoup de bien, donc j'étais très curieuse. Et ce qui m'a fait tiquer, c'est pas ce à quoi j'aurais pu penser. Bon, je suis pas spécialement fan de musique urbaine, mais c'est vraiment pas ça en fait qui m'a posé problème entre guillemets. J'ai trouvé que les numéros s'intégraient souvent bien au récit, que c'était efficace à la fois dans la façon dont, on va dire, le numéro intervient dans l'action, mais aussi de la façon dont le style, à ce moment-là, musical, se marie à la diégèse. Donc ça, je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien. Je pense en particulier à la première rencontre de plusieurs jeunes au cœur de la cité. Voilà, dès le début, ça pose le cadre. Il y a un côté battle qui fonctionne assez bien, à la fois en termes de cohérence entre guillemets du répertoire, parce que on va dire c'est ce type de musique aussi qu'on attend finalement dans ce type de lieu, donc ça marchait vraiment bien. Donc j'ai été assez rapidement, dès le début en fait, emportée. Moi j'ai vraiment aimé ce spectacle. J'ai particulièrement été bluffée par la scénographie. Il y a une utilisation impressionnante des écrans et des projections. Alors que je suis toujours, je sais que toi aussi Fanny, très méfiante de ces dispositifs de vidéo au théâtre qui font souvent cheap. Ici, honnêtement, j'avais jamais vu de vidéo aussi belle au théâtre. Au tout début, j'avais même pas vu que c'était de la vidéo, je croyais que c'était vraiment le décor, avec les camions de flics, là. Oui, voilà, j'allais te dire, moi je pense en particulier à ce moment-là, où au début je me suis dit, c'est marrant comment il mêle de la vidéo, parce que pour moi, en fait, je pensais que l'arrière-plan était de la vidéo, et que les camions étaient en vrai, mais je crois qu'en fait, tout était de la vidéo, non ? Ah oui, non, les camions, ils sont vidéo aussi. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est bluffant, hein.
J'étais perturbée par ces camions de CRS, hein, j'avoue. Après, j'ai repensé beaucoup. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Mais je suis d'accord. Et je pense que c'est ça, hein, quand je disais que ça m'a emporté dans le spectacle dès le début, c'est qu'il y a un effet immersif, hein, parce qu'on va revenir aussi sur le dispositif, hein, mais c'est aussi beaucoup ça. Hein. Il y a un effet d'immersion très très fort dès le début qui t'emporte de façon très efficace. Même si, bon, après, je trouve que ça s'étiole un peu, mais en termes de dispositif, c'est très convaincant. Ouais, et on voit clairement qu'un cinéaste est derrière, qui a une vraie volonté de faire cinéma par le côté réaliste et immersif, comme tu l'as dit. Mais ces décors divers et variés, il y a différentes parties de la cité, il y a des barres d'immeubles, il y a toute une séquence qui se déroule à Paris et tout. Ils sont stylisés d'une manière qui les intègre dans la scène de théâtre de manière naturelle, avec un éclairage qui fait pas éclairage de cinéma, qui prolonge l'éclairage de la scène elle-même. Et du coup, c'est fait de manière, ouais, comme tu dis, ça nous permet vraiment d'être immergés dans cet univers-là, c'est bluffant. Dans les dispositifs vidéo assez marrants, il y a le premier numéro qui s'appelle Vivre ensemble, avec donc t'as le personnage qui appelle son pote devant un immeuble et tout le monde ouvre les fenêtres pour lui dire de fermer sa gueule, en gros. Et en fait, à part le protagoniste en bas, tout le reste était filmé, c'était vraiment comme un façade d'immeuble en fait, avec les gens qui apparaissent aux fenêtres et tout ça. Et tout ça, c'était filmé avant, et ça marchait super bien. Enfin, il y a plein d'idées comme ça, d'interaction entre la vidéo et la scène, hyper efficace. Et je voulais signaler notamment tous les effets de travelling latéraux. Quand les personnages font mine de marcher sur scène pour donner l'impression qu'ils se déplacent, parce qu'il y a aussi ce côté un peu errance dans la cité, hein, qui est au cœur du film. Ça aurait pu faire extrêmement kitsch, hein. On imagine quand même des gens qui font du surplace avec le décor qui bouge derrière, mais c'est extrêmement réaliste, hein, et je pense que c'est notamment lié à un travail sur la profondeur de champ qui est absolument bluffant, puisque tous ces différents espaces fonctionnent. En termes d'immersion, je voulais signaler qu'apparemment il s'agit d'un dispositif qui existe également dans un certain parc d'attractions. Bon, on va malgré tout le mentionner, il s'agit du Puy du Fou, qui a... Qui c'est qui te donne des infos sur le Puy du Fou? Qui c'est qui connaît ça? Non, mais en fait, l'amie avec laquelle j'ai été voir le spectacle a son compagnon qui connaît des gens qui bossent sur le spectacle. Okay. Donc, tout simplement. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'on l'imagine en parc d'attractions, effectivement. Ouais, voilà. Et en fait, j'avais totalement oublié ça. Mais le Puy du Fou a depuis peu un spectacle sur l'histoire du cinéma. Le saviez-tu, Anna? Le saviez-vous, chers auditeurs et auditrices? Qui, si j'ai bien compris, propose un peu de se balader dans les grands moments de l'histoire du cinéma avec ce truc très immersif. Donc j'avoue que malgré tout ça pique ma curiosité, mais bien évidemment que je n'irai pas le voir, mais que je regarderai des POV sur les internets. Autre chose, il y a quand même certains moments en termes de décor qui m'ont semblé un peu laids. Je voulais malgré tout le signaler. Notamment, si les décors sont très réussis, il y a quelques moments qui m'ont semblé être un peu quand même générés par intelligence artificielle. Je pense en particulier à la projection du décor parisien, pas quand ils sont juste devant un immeuble, mais quand ils sont, je crois que c'est la scène de la voiture, où en fait on voit l'Arc de Triomphe à l'arrière-plan, et qui a un effet de perspective extrêmement chelou. Enfin voilà, ça fait, c'est ce moment-là, je trouve ça fait assez fake. Ils sont rares dans le spectacle, mais il y en a quand même des moments où je trouve que ça fait un peu laid. Et c'est dommage parce que je trouve que ça nous sort brusquement de ce truc hyper réaliste qui fonctionnait plutôt bien. Comme tu le disais, on voit que c'est un cinéaste qui a mis en scène. Et en plus, il y a vraiment cette volonté de ne rien céder, je trouve, à ce qui est permis par le cinéma. Au sens où il veut renoncer à aucun effet de montage. Par exemple, pour passer d'un espace à l'autre, parfois, on a l'impression qu'il reprend vraiment le principe du raccord regard. Je sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, il y a un personnage qui dit allons voir ce qui se passe à l'intérieur de la salle de boxe, et bim, t'as un raccord, et à ce moment-là, ils sont dans la salle de boxe qu'ils voyaient alors de l'extérieur. Donc quelque chose qui est effectivement très cinématographique, et on n'est pas habitué, je trouve, au théâtre, tout simplement, de passer aussi vite d'un espace à l'autre, parce que le montage ne fait pas partie inhérente de la grammaire du dispositif scénique, quoi. Et aussi, je trouve qu'on voit que c'est à la fois parce que c'est le même réalisateur / metteur en scène, mais aussi qu'il s'agit d'un film culte, on a cette nécessité de citer, ou en tout cas recréer, redonner aux spectateurs
les marqueurs du film, à savoir les scènes cultes vraiment marquantes. J'arrive pas à savoir si j'ai déjà vu La Haine, le film, en réalité, mais évidemment que je connais certaines scènes, notamment la scène où on a le personnage de Vincent Cassel face caméra, voilà, qui s'adresse à la caméra. On retrouve ça dans le spectacle, no spoil, hein, mais quand même, avec le personnage qui s'adresse à son portable et l'écran du portable qui est projeté sur scène. Et aussi, on retrouve pareillement une sorte de citation de la scène très connue du film dans laquelle on diffuse la musique d'Edith Piaf dans la cité. Bon, ici, c'est coupé hein, parce qu'on bascule ensuite sur Aya Nakamura, mais on a une référence, si vous voulez, musicale à Edith Piaf dans la pièce parce que c'était une scène marquante du film. Oui, mais il y a plusieurs moments cultes. Il y a le moment Nique sa mère, le maire, là. Ah oui. J'ai senti, moi, quand j'y étais, il y avait des fans du film, il me semble, dans la salle, parce que je sentais un plaisir particulier à retrouver certains moments du film que je crois que j'ai jamais vu, c'est un peu la honte. Et que je m'étais dit que je le regarderais avant de parler de la pièce, mais bon, c'est pas nécessaire. Mais je le verrai un jour. Moi, j'ai beaucoup aimé, en particulier, le premier acte, où j'ai vraiment été dedans. Vers la fin du premier acte, on a la chanson du seul personnage féminin, qui m'a beaucoup marqué. Déjà, j'étais émue au début, donc c'est le personnage de l'amoureuse du personnage de Vince. Donc au début, elle rappe simplement, etc. Mais ensuite, elle s'élève dans les airs, suspendue à un câble. J'étais... Enfin, ça m'a vraiment... Je trouvais ça hyper beau, quoi. Ça m'a émue, j'ai même pleuré, je crois. Une danse absolument magnifique, qui est le dernier numéro du premier acte et qui mérite ce statut parce qu'il est vraiment spectaculaire et envoûtant. Enfin, j'ai vraiment adoré ce numéro. Après, en termes narratifs, c'est un peu dommage qu'on ne revoie pas du tout ce personnage féminin qui est un ajout par rapport au film. Il n'existait pas du tout dans le film, qui est extrêmement masculin. Donc finalement, ça va pas très loin cet ajout-là, mais la scène en elle-même est magnifique. Oui, c'est vrai que j'étais un peu étonnée que le personnage quasiment disparaisse en fait par la suite. Oui, complètement, ouais. J'ai pas trop compris. Oui, ils auraient pu aller un petit peu plus loin dans le fait d'ajouter cette présence féminine. Le deuxième acte commence aussi assez fort, hein, avec une danse très puissante sur la musique, célèbre musique de la Seconde Guerre mondiale, le chant des partisans. Alors, le soir où je l'ai vu, qui était donc le 13 décembre, il y a eu un disclaimer un peu chelou au sujet du chant des partisans. Voilà, on avait un espèce de texte projeté sur l'écran de la scène qui rappelait l'origine de la chanson et qui stipulait que c'était bien comme symbole de la résistance que la chanson était utilisée dans la pièce. J'ai pas compris ce que ça venait faire là. Oui, puisque c'est une chanson de résistants. Et du coup, j'ai enquêté et apparemment, si je comprends bien, ce chant avait été repris sur CNews à peu près au même moment de l'ouverture du spectacle. Et donc, je sais pas, ils ont dû craindre la confusion. Enfin, ça m'a laissé plus perplexe qu'autre chose. Et je me suis dit, il y a sans doute plein de gens dans la salle qui étaient comme moi, qui avaient pas la ref et qui sont dû se demander ce que ce disclaimer venait faire là. C'est vrai que ça me dit quelque chose, histoire de CNews, chant des partisans, j'avais vu passer sur Twitter, mais comme j'essaie d'éviter le contenu de CNews, j'avais pas trop regardé. Moi, je l'ai vu le 13 octobre, il y avait pas ça quand je l'ai vu, donc faudrait regarder quand c'est passé sur CNews pour voir si c'était ça la raison de ce disclaimer étrange. Dans les choses un peu moins bien et qui concernent particulièrement, je trouve, l'acte 2, des numéros un peu moins utiles comme celui des gens bourrés à Paris, aussi le caméo de Mathieu Kassovitz lui-même dans le rôle d'un gars que les trois héros croisent dans les toilettes et qui raconte une anecdote sur la Shoah. Je trouvais ça un peu bizarre. Je sais pas si c'est une scène du film un peu connue. Je sais pas. Ah oui, moi j'ai trouvé que c'était complètement cringe, pas drôle, assez interminable, et j'avais pas reconnu Kassovitz pour le coup. C'était peut-être pas lui au bout d'un moment, c'était peut-être lui au début dans les premières dates. Et puis... Ouais, franchement, je pense que c'était vraiment pas lui, parce qu'après il est venu sur scène, et je pense que c'était une personne différente. Ah oui, donc il était là ce soir-là, mais il a pas fait le rôle. Ouais, il fait quand il a envie, quoi. Bah, il me semble, ou après, voilà, encore une fois, moi, la physionomie, tout ça. Mais... Mais est-ce qu'il a été genre applaudi? Parce que moi, quand Kassovitz est arrivé sur scène, dans la salle, c'était wouhou! Enfin, il était applaudi, quoi. Donc, si c'était pas le cas, c'est que ça devait pas être lui. Ouais, non, je pense pas. Ouais. Ok. Ensuite, sur le propos de la pièce, c'est vrai qu'on n'a pas redit de quoi parlait La Haine parce qu'on s'imagine que c'est acquis, mais c'est donc un film qui se déroule dans une cité de région parisienne, qui parle de la difficulté, voilà, ce qu'on appelle des jeunes de banlieue, des violences policières, de manière générale du rapport à la police, à la violence, au milieu criminel, etc. Et qui était vraiment très dénonciateur hein, sur la manière dont les banlieues parisiennes deviennent des ghettos, sont complètement ostracisées, sont violentées par la police, etc. Donc évidemment propos ultra salutaires, révolte tout à fait justifiée,
C'est vrai que parfois, le propos était un peu léger, voire parfois un peu confus. Moi, ce qui m'a assez fortement gênée, c'est tout un numéro sur un flic qui explique que, oulala, c'est difficile pour lui aussi. Voilà, il y a un peu la complainte du pauvre flic qui m'a, j'avoue, un petit peu dérangée. J'ai trouvé ça un peu gênant aussi, en me disant pourquoi ce besoin de forcément donner le Oui, point c'est de vue ça. opposé. Écoutez les deux parties, quoi. Voilà, ce truc d'un peu de pseudo-neutralité. Mais après, dans le texte, c'est pas non plus inintéressant, parce que le flic dit des horreurs, enfin, il est quand même présenté comme un horrible facho, hein. Du coup, on accède à son point de vue d'une manière qui est assez frappante, mais c'est vrai que c'est un peu posé là comme et tiens, au fait, voici le point de vue opposé. Les fachos souffrent aussi, tout ça, tout ça. Les fachos, ouais, c'est ça, les fachos souffrent aussi. Donc voilà, j'étais un peu entre deux sur ce numéro. La fin aussi est très frappante. C'est un morceau du rappeur Medine, qui est quelqu'un d'ultra politisé, avec un propos très dur, mais qui finalement va proposer une note d'espoir. Et à la toute fin, en grand sur l'écran, s'affichent les mots l'amour. Donc l'amour, c'est l'inverse de la haine. Donc c'est ce truc un peu naïf, en même temps pas désagréable de terminer là-dessus. Là aussi, c'est là où je me suis dit que c'est quand même peut-être un peu faible si le message final, c'est Ouais, aimez-vous ouais. les uns les autres. Non, non, clairement. Oui, mais après, le texte en lui-même de Medine, dans mon souvenir, était quand même assez percutant. Le sous-titre du spectacle, c'est Jusqu'ici, rien n'a changé, qui est une allusion à une réplique du film, qui était la réplique Jusqu'ici, tout va bien. Et donc, l'idée, c'est évidemment de montrer que les choses n'ont pas changé, la misère, le désœuvrement dans les banlieues, les violences policières, le racisme. Donc, le propos est assez puissant, malgré, comme on l'a dit, une forme de naïveté. En même temps, ça nous fait mesurer un peu notre impuissance, hein, puisque dans l'ère politique dans laquelle on est, c'est-à-dire une ère politique absolument horrible, même si Jean-Marie Le Pen vient de mourir, wouhou Bref, rien de ce qui se passe dans l'histoire de la haine ne risque de s'arranger particulièrement, donc c'est un peu déprimant aussi. J'avoue que je ne savais pas du tout qu'il était question des violences policières dans la haine. Donc je pense que j'ai vraiment pas vu le Ah film. ouais. Mais ce fait que c'est des violences policières qui font démarrer la pièce finalement. Oh. Enfin, tu vois. Et ça, dès le début, pareil, ça m'a frappé, évidemment, comme étant d'une actualité assez déconcertante en fait. Ouais, c'est pour ça que c'est malgré tout intéressant, malgré, comment dire, des maladresses. Mm. Il y a aussi cette idée, c'est intéressant le spectacle, la conscience qui s'adresse à un public de jeunes, en gros de jeunes cultivés, relativement aisés, donc il s'adresse ni aux jeunes concernés par l'histoire, ni aux politiques qui pourraient y changer quelque chose. C'est marrant dans le dernier morceau justement, à un moment il s'adresse au public en disant Mesdames, Messieurs les théâtreux, je trouvais ça marrant. Il y a une conscience d'un peu l'impuissance, hein, malgré tout, de créer cette œuvre. Mais c'est une vraie expérience, un spectacle qui m'est beaucoup resté en tête. Peut-être aussi, on peut signaler qu'il y a quand même un certain nombre de morceaux de bravoure rappés Ouais. assez bluffants. Enfin, en termes de performance, alors j'avoue que je n'ai aucun programme, donc je ne connais le nom d'absolument personne, mais il y a plusieurs chanteurs qui étaient absolument sidérants, de précision aussi, évidemment, sur la rythmique, sur des morceaux longs. Dernière, on a parlé énormément de la haine, Mais hein, oui. c'est étonnant. Dernière chose que je mentionne, c'est un documentaire, une série documentaire en 4 épisodes qui est visible depuis quelques semaines sur Canal+, sur MyCanal, sur les coulisses de la création du spectacle La Haine. Et on voit notamment la collaboration pas évidente, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Kassovitz, qui n'y connaît strictement rien en théâtre, et le metteur en scène québécois Serge Denoncourt, qui donc a été appelé par la prod pour venir mettre du théâtre là-dedans, dans les idées de Kassovitz. Et même, en fait, ça part en couille entre eux dans le dernier épisode, parce que Denoncourt, spoiler alerte, en fait, au bout d'un moment, est parti, en fait. Il a laissé Mathieu Kassovitz finir tout seul le spectacle. Et c'est franchement intéressant à voir. Et Mathieu Kassovitz a l'air bien pénible, mais ça, on le savait déjà. Autre spectacle dans un tout autre registre. Ah ouais. Qui s'est joué à Paris. Il s'agit de Colette l'Indomptable, que je n'ai pas vu mais que tu as vu, Anna, au printemps, et qui s'est joué au théâtre Montmartre-Galabru. Donc il s'agit d'un spectacle écrit et mis en scène par Gaëlle Lépingle. Pour celles et ceux qui nous suivent de près, rappelez-vous que Gaëlle avait été l'invité de notre cinéma club à l'occasion de la sortie de son livre sur Rita Hayworth. Et cette Colette l'Indomptable est produite par la compagnie Let It Be. Alors là, comme tu l'as dit, c'est vraiment rien à voir avec La Haine. On est sur un petit format, c'est une petite scène, il y a 3 comédiens, comédiennes, ça dure 1h15.
Mais c'est très bien, la pièce parle de Colette, l'écrivaine Colette, en se concentrant sur la vie de celle-ci après son divorce avec Willy. J'ai appris qu'on disait Willy. Ah ouais. Son mari, enfin non, son ex-mari, et non pas Willy. Et après la fin de la série des Claudines, qui a fait leur succès, enfin le succès de Colette, mais aussi de son mari, enfin bref, il y a toute une histoire, il lui a piqué la paternité de l'œuvre, bref. Mais ça se passe après ça. Donc la comédie musicale se compose en gros en 2 parties. La première nous la montre qui devient une star d'une musical, présente la vie d'une troupe en tournée, les questionnements de cette héroïne qui change de domaine artistique et qui doit concilier sa vie sur les routes, et sa relation avec sa maîtresse Missy. Et la deuxième partie montre Colette attendant le retour de son deuxième mari Henri à Verdun. Personnellement, je ne savais rien de tout ça, je connais très mal Colette, et c'était du coup un plaisir de découvrir ces anecdotes et étapes de sa vie. J'ai une légère préférence pour la première partie, plus joyeuse, mais certains passages de la deuxième sont très frappants, comme les discussions entre Colette et la femme qui l'héberge donc à Verdun. Les comédiennes et comédiens sont ultra investis, très drôles. Donc on a Mia Delmae et David Koenig qui jouent tous les autres personnages à part Colette, donc ils changent de costume, d'accent, d'allure avec une aisance très impressionnante. On a une scénographie assez maligne qui fait un usage judicieux de différents éléments de décor pour figurer des lieux comme des trains, des loges de théâtre, des appartements, qui usent du minimalisme de l'ensemble de manière très efficace. Les numéros musicaux, qui ont été écrits par Julien Joubert, sont très plaisants. Certains presque trop courts, mais j'ai l'impression que c'est le format qui veut ça. Les paroles sont très astucieuses. Les meilleurs moments sont les trios, souvent humoristiques, comme la chanson du Mini Minimum et du Maxi Maximum, où on a un professeur de mime qui enseigne à Colette les principes de cet art subtil. La chanson aussi On jouera quoi qu'il en soit, qui célèbre l'abnégation des artistes, un peu dans l'esprit The Show Must Go On, et qui est extrêmement entraînante et qui est reprise à la fin par les comédiens pendant les saluts. Aussi le numéro où les personnages annoncent qu'ils ne vont pas pouvoir raconter toute l'histoire de la maîtresse d'Henri qui voulait tuer Colette, mais en fait finalement ils finissent par raconter toute l'histoire, ce truc d'antiphrase très rigolo. L'héroïne est incarnée par Ariane Carmin, que j'ai trouvé très charismatique, qui en fait un portrait très nuancé. C'est une protagoniste qui est contradictoire, on n'est pas forcément toujours en empathie avec elle. Voilà, c'est une mondaine qui est attirée par la province, elle est moderne mais pas vraiment féministe, elle est libre mais elle est capable de s'asservir ou de s'enfermer volontairement. Et donc voilà, il y a une personnalité très imprévisible du personnage. La pièce nous en donne un petit aperçu, voilà, sans essayer d'embrasser toute la vie de Colette. Et du coup, à la fin, voilà, ça se termine pas du tout sur sa mort. Elle a 47 ans à la fin, elle a encore de nombreuses années à vivre. Et c'est vraiment un bout de sa vie qui nous est donné à voir, mais c'est une pièce que j'avais beaucoup aimée, qui ensuite, ils sont allés à Avignon, si je dis pas de bêtises, et on peut imaginer qu'ils vont continuer à peut-être revenir jouer un de ces jours. Bah, j'avoue que si ça se rejoue à Paris, je le verrai avec plaisir. Ouais, ça te plairait, je pense. Ok. Ensuite, nous inaugurons une plus ou moins grande section jeunesse, puisque cela ne vous aura pas échappé, nous sommes toutes les deux mères depuis quelques années, et il est enfin venu le temps où nous pouvons traîner nos enfants à des comédies musicales. Alors, voilà les différents spectacles jeunesse que nous avons pu voir cette année. Et bien en fait, la première comédie musicale sur scène qu'a vu mon fils qui a donc 4 ans, c'est Denver, le dernier dinosaure, que on a pu donc aller voir en février au Théâtre de la Renaissance. Et on remercie le Théâtre de la Renaissance et la production pour cette invitation. Denver, c'est donc une comédie musicale dont le livret et la mise en scène sont signés d'Arthur Jugnot et Guillaume Bouched avec une musique de Romain Trouillet. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'une adaptation du dessin animé franco-américain culte des années 80. Dessin animé, si vous ne le connaissez pas, qui raconte l'histoire de jeunes Californiens qui découvrent un œuf de dinosaure, duquel surgit Denver, le dernier dinosaure, un sympathique, même pas diplodocus, je ne sais pas quelle est l'espèce de Denver, peut-être que c'est dit, mais voilà, un dinosaure avec une guitare électrique et des lunettes de soleil, voilà, qui va devenir leur ami, mais c'est un Corythosaurus. D'accord, eh bien j'apprends quelque chose. Je pensais être devenu incollable sur la question des dinosaures, mais Denver m'a collé. Bah voilà, les enfants qui vont se lier d'amitié avec Denver vont évidemment devoir aussi cacher cet ami un petit peu insolite.
D'autant qu'on a dans la pièce, alors je me souviens plus si c'était le cas dans le dessin animé, j'avoue, mais on a ici une petite dimension backstage parce que Denver va attirer les convoitises d'un producteur véreux qui veut faire de Denver une bête de foire, voilà. Ouais, il me semble que oui, qu'il y avait déjà ça. Donc, là encore, une œuvre qui appelait pas mal la comédie musicale. On est clairement dans un univers hommage aux années 80, voilà, dans les décors, dans les costumes, quelque chose de très flashouille, très coloré, des coupes très, très années 80. Pas mal de décors, plusieurs changements assez spectaculaires. Et notamment, là encore, je veux pas spoil, mais il y a un moment donné où on se retrouve plongé dans le Jurassique ou je sais plus, une autre époque préhistorique. Et voilà, il y a un T-Rex qui surgit. Enfin, j'étais pas du tout prête à ça, en fait. Il y a aussi un décor dans mon souvenir de laboratoire assez impressionnant. Il y a notamment aussi quelques trucs qui auraient pu faire un peu kitsch ou cringe, mais qui passent finalement assez bien. Voilà, notamment le fait que le personnage de Denver est joué par quelqu'un qui est dans une espèce de peluche géante, enfin un personnage comme vous en avez par exemple dans les parcs à thème. Denver ne chante pas. Par contre, c'est peut-être un petit regret, mais bon, voilà. Et on a aussi tous les rôles d'enfants qui sont joués par des adultes. Bon, c'est toujours quelque chose qui peut faire un petit peu bizarre, mais qui a fonctionné très bien. Je saluerai également la présence de merch pour cette comédie musicale. Comme vous le savez depuis quelque temps, Fanny est fan de merchandising. Et j'avais notamment gagné, en participant à un concours Instagram, un t-shirt et un tote bag Denver. Et je tiens à le dire, ça a été un des t-shirts que j'ai le plus mis cette année. J'étais vraiment refaite de cette victoire. Donc voilà, j'étais super contente. Donc il m'avait déjà conquis, en fait, avec le t-shirt. Il y a donc des chansons originales qui ont été composées pour cette comédie musicale. Et surtout, évidemment, on retrouve la chanson du générique, Denver, le dernier dinosaure. Yes. Et là, c'est le moment où t'as tous les parents qui chantent à tue-tête et les enfants qui comprennent pas trop pourquoi leurs parents sont si ambiancés. Parce que oui, clairement, c'est un spectacle familial. C'est un de ces spectacles qui sont faits aussi pour que les adultes s'amusent. Il y a pas mal de petites blagounettes, voilà, de références à destination des parents. C'est un spectacle pour enfants, mais pour les enfants des années 80-90, hein, clairement. C'est très générationnel comme truc. Je sais pas si, par exemple, des grands-parents iraient emmener leurs petits-enfants à Denver. On est vraiment sur un créneau qui est, en fait, la génération des créateurs du spectacle. Hein. Ouais. En termes d'âge, c'est conseillé à partir de 5 ans, mais je dirais qu'à partir de 3-4 ans, enfin en fonction de, on va dire, comment est plus ou moins habitué votre enfant à rester attentif pendant 1 heure et quelques de spectacle, ça peut tout à fait passer. Sauf peut-être mise en garde sur la scène des dinosaures, enfin qui peut peut-être un peu impressionner. Je commence à me rendre compte que les enfants ont des sensibilités différentes par rapport à ça. Le mien est totalement insensible à tout ça, j'ai l'impression que... Ou est-ce que c'est moi qui lui ai fait voir trop de trucs pas du tout de son âge? Mais bon, voilà. En tout cas, si vous avez des enfants de cet âge, vous passerez, je pense, un excellent moment en allant voir ce spectacle. Quant à moi, j'ai vu Les Musiciens de Brême, le 11 novembre, au théâtre Essaillon à Paris. C'est un spectacle pour les tout petits, à partir de 1 an, et j'y ai emmené ma fille de 2 ans pour son tout premier théâtre ever. Ça dure 35 minutes, c'est une adaptation du conte des frères Grimm, assez fidèle à l'histoire, assez simple, à ceci près que ici les protagonistes animaux veulent monter, je cite, un groupe de rock. C'est très marrant, il y a 2 comédiens sur scène qui racontent et qui font les personnages, ils ont une très bonne interaction avec les enfants, un humour léger et malin. Les chansons sont très chouettes, donc dans un style rock, folk, blues, etc. On a acheté le disque à la fin et on l'écoute souvent à la maison avec notre fille, elle adore et en fait nous aussi on adore. C'est des chansons qu'on rechante régulièrement avec elle. Donc un spectacle qui s'est terminé mais qui se rejouera sans doute. Je vous le conseille si vous avez un enfant, disons entre 1 et 4 ans, ça vaut vraiment le coup d'être vu. Et enfin, moi j'ai clôturé l'année en voyant Eutrope le 23 décembre à Meaux. On en avait parlé lors de notre épisode consacré aux comédies musicales adaptées de Roald Dahl. Il s'agit donc d'une comédie musicale adaptée de la nouvelle Hésiodrote de Roald Dahl. Et il s'agit surtout d'une création française de la compagnie Tout de Go, qui nous raconte l'histoire de Monsieur Toupie, qui est fou amoureux de sa voisine Madame Sylvestre, mais qui n'ose pas le lui dire.
Et comme Madame Sylvestre est inquiète que Alf, sa tortue adorée, reste toute petite, Monsieur Toupie a l'idée, pour la séduire, de lui donner une formule magique pour la faire grandir et en réalité de remplacer à son insu Alf par des tortues progressivement de plus en plus grosses. Méga red flag, si je puis me permettre. Juste invite-la à prendre le thé, lance-toi, c'est tout quoi. Bon, outre cette intrigue qui est le fait de Roald Dahl, on ne reviendra pas sur ce point, cette intrigue est discutable. Le spectacle est plutôt très sympa, avec un décor et un dispositif très efficace. Voilà, on a les 2 balcons côte à côte, en fait, de face pendant quasiment tout le spectacle, qui dure une 50aine de minutes. L'histoire est prévisible, mais les enfants étaient vraiment captivés, voilà, réagissaient, les chansons sont sympas. Certaines restent pas mal en tête, on est reparti en chantant trotte, voilà, il y a une espèce de formule magique pour faire grossir la tortue, que évidemment on l'apprend aux enfants et qui doivent la répéter. Voilà, donc c'était vraiment un très bon moment. Je recommande là encore ce spectacle. Si vous avez l'occasion de le voir, il s'est joué, il a pas mal tourné en France et notamment en région parisienne. Et il va peut-être se rejouer prochainement. J'ai pas les dates sous les yeux. Mais voilà, c'était un très grand plaisir de découvrir ce spectacle. Et donc encore merci à la compagnie Tout de Go. Il y a aussi un certain nombre de productions amateurs ou semi-professionnelles que tu as pu voir cette année, Anna. Alors moi, j'en ai vu aucune parce que, comme vous le savez, je n'habite plus à Paris, donc c'est compliqué pour moi de revenir très très souvent. Mais Anna, pour nous, tu as pu découvrir un certain nombre de ces productions. On peut tout d'abord signaler une production amateur de Chicago que tu as vue le 16 avril et dans laquelle, il me semble, jouait notre amie Eugénie. Tout à fait, Eugénie Bataille, la beste. Elle est trop bien dans la pièce. Donc une production amateur qui s'est jouée à la MPA Saint-Germain, comme la grande majorité des spectacles amateurs de comédie musicale en France. La MPA Saint-Germain, on vous aime, bravo. Donc c'était une production relativement classique, mais avec quelques idées, comme au début le fait que la chanson All That Jazz est chantée en duo entre Velma et sa sœur qu'on ne voit pas en fait dans la pièce originale puisqu'elle est tuée par Velma. Autre idée marrante, le fait que Mama Morton était jouée par un homme en drague, donc il était assez grand, plutôt marrant. Les chorégraphies, me semble-t-il, n'étaient pas celles de Bob Fosse. C'était des chorégraphies qui m'ont paru nouvelles, peut-être plus proches de celles du film, mais qui étaient assez plaisantes. Et aussi, l'autre choix qui a été fait par rapport à la pièce, c'est que c'était plus coloré que l'original. On n'avait pas ce truc très systématiquement noir qu'on a dans Chicago dans les mises en scène habituelles. Les fameux costumes noirs très sexy de Chicago n'arrivent en fait qu'à la fin. Donc il y avait des variations à ce niveau-là qui étaient pas inintéressantes. Les interprètes étaient très bien. L'interprète de Mary Sunshine, voix de malade. L'interprète de Velma aussi également très très talentueuse. Donc c'est vraiment toujours un plaisir en fait de voir ces troupes qui se donnent à fond sur des projets comme ça par passion quoi. Enfin c'est vraiment toujours très agréable finalement. Autre production que tu as vue et que j'ai vraiment très fortement regretté de ne pas voir, mais je sais plus ce que j'avais, mais il y avait vraiment quelque chose qui faisait que j'ai envisagé toutes les solutions possibles pour y aller, mais je ne l'ai pas vu. Il s'agit de Urinetown que tu as vu le 20 avril et on rappelle qu'on avait reçu des membres de la troupe dans un épisode qu'on leur avait consacré, un épisode auquel on vous renvoie qu'il faudra écouter si ce n'est pas déjà fait. Ah ouais, c'était super cet épisode. Et Urinetown, c'est trop bien. Désolée de te le dire Fanny, mais... oui, je t'avais dit. Ah oui. Note to you, quand tu vas voir des trucs que je peux pas voir parce que je suis coincée à Metz, il faut systématiquement me dire que c'est nul. Tu me mens, je veux pas le savoir. Oui, mais après, comme on fait un bilan, il faut bien que je parle des trucs. Je vais pas dire que tout est nul pour te faire plaisir. C'était vraiment remarquable, un excellent travail de toute la troupe. Le niveau en jeu, en chant et en danse, bluffant. Aussi un plaisir de découvrir cette comédie musicale dystopique dont je savais quasiment rien. Donc vous pouvez vous reporter à l'épisode pour savoir de quoi ça parle, mais c'est très étonnant, il y a une vision très noire finalement de cet univers dystopique parce que les leaders de la révolution, sans en dire trop pour pas spoiler, ils sont au final tout aussi nuls que les leaders autoritaires de la ville qu'ils ont renversés. Et donc il y a une critique peut-être de la figure de l'homme providentiel, du sauveur, etc. Et un propos très cynique qui mène à une fin absolument déprimante. Même si, bien sûr, dans l'ensemble, la pièce est très très drôle, mais le ton est très très original.
Il y avait une dimension méta avec 2 personnages, un flic et une jeune fille, qui vont expliquer certaines choses, qui vont annoncer des numéros ou des rebondissements. C'était plutôt bien fait. Des fois, je savais pas trop si ce que je repérais était dans la pièce originale ou si ça relevait de l'adaptation. Mais voilà, toutes les allusions méta. Normalement, dans les comédies musicales, là, il se passe ça. C'est mieux de se concentrer sur un seul thème parce que là, on s'éparpille. Enfin voilà, il y avait plein de petites gags comme ça qui étaient très marrants. Aussi plusieurs blagues sur le titre français, beaucoup trop long parce que ça s'appelait, ils avaient appelé ça Chronique d'une ville sous exploitation latrinaire, je crois. Ou sur le fait que l'exposition est trop longue. Voilà, ce deuxième gag-là, je pense qu'il était dans la pièce originale. Voilà, un ton vraiment étonnant. Les numéros musicaux sont excellents, dans un style très Broadway. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ça soit très rock, mais pas spécialement, hein. C'est vraiment show tunes basique, enfin pas basique parce que c'est très bien, mais vraiment des chansons de Broadway comme on aime. Tu vois, là, par exemple, il faut me dire que c'est rock. Parce que je sais que j'aimerais moins. C'est pas rock, c'est vraiment Broadway, quoi. C'est vraiment pour toi. Ça a eu le Tony Award de la meilleure musique en 2002, d'ailleurs, ainsi que le Tony Award pour le livret, ce qui est mérité aussi. Il y a un numéro de claquettes très chouette. Il y a plusieurs passages inspirés du gospel, notamment la chanson Run, Freedom, Run, qui est extrêmement entraînante. Il y a aussi des chansons inspirationnelles, presque pastiches, traitées au second degré, comme Follow Your Heart. On est un peu dans la lignée des comédies méta de cette période-là, hein, du début des années 2000, mais on avance sur certains classiques comme Spamalot ou Avenue Q. Enfin, vraiment, on peut retrouver ce ton-là. Voilà, vraiment une superbe production. Et là, pour le coup, c'est des choses qui sont perdues, quoi, parce que, je sais pas, peut-être qu'un jour quelqu'un reprendra cette traduction et rejouera la pièce, mais c'est vrai que c'est pas... Enfin, tous ces spectacles-là, on imagine qu'ils se rejoueront pas, donc... Pardon, pourquoi je dis ça? Pour enfoncer le clou, parce que j'allais dire, et en plus, on a peu espoir que ça reprenne, ouais. Soupir, c'est tout. Et tu as également vu une pièce à l'occasion du Festival du musical dont on était, on le rappelle, cette année encore partenaire. Il s'agit donc de la pièce intitulée La Voix de l'Océan. Mais de quoi ça parle, La Voix de l'Océan? Alors, je vais te le dire, donc c'est une comédie musicale amateur de la troupe The Musical Production, dont j'avais déjà vu il y a quelques années une production en français de The Prom, je me souviens plus si j'en avais parlé dans le bilan annuel. En tout cas, La Voix de l'Océan, c'est adapté de La Petite Sirène. C'est une version ultra influencée par celle de Disney. Probablement que dans l'idéal, la troupe aurait voulu monter le Disney, mais ça doit être impossible pour une troupe amateur, j'imagine. C'est vraiment l'impression que ça donnait. Hein. On entend quand même à plusieurs reprises les musiques du Disney comme une version instrumentale de Partir là-bas, et même Embrasse-la, chantée telle quelle par le personnage de l'Étoile de mer. Alors je me dis que peut-être c'est possible d'obtenir les droits de quelques chansons individuellement, mais pas de l'œuvre comédie musicale de Disney dans son ensemble. Mais c'est vrai que ça faisait un peu bizarre, du coup ça faisait quelque chose d'un peu bâtard. Il y avait aussi une chanson de France Gall, Ma Déclaration. Il y avait une chanson d'un autre film Disney, c'est la chanson So Close, qui est dans Enchanted. Et le reste, je crois, était des chansons originales. Je trouvais ça un petit peu fourre-tout. Il y avait quelques différences quand même par rapport au Disney, avec les personnages des sœurs et de la grand-mère de la petite sirène. Le personnage de la petite sirène est beaucoup moins solitaire que Ariel dans le Disney. Background aussi autour de la mort de la mère d'Ariel. Plusieurs chansons pour le prince, dont la personnalité était plus développée. Il y avait d'autres choses qui étaient pas le Disney, mais qui étaient quand même trop proches, comme la I Want Song, qui ne s'appelait pas Partir là-bas, mais qui s'appelait Partir. Enfin, voilà, il y avait un truc un petit peu bâtard, j'ai trouvé. Le terme était peut-être un petit peu méchant, mais c'est quand même la sensation générale que j'en ai retirée. Ce qui était assez amusant aussi, c'est qu'il y avait seulement 3 interprètes masculins sur scène. On sent que ça manquait de mecs. Je sais pas comment dire. Dans une salle de bal, du coup, il y avait des couples de femmes. En même temps, c'est cool, hein, qu'il y ait des couples de femmes qui dansent. Mais plusieurs fois, je me suis dit ça manquait de mecs. Le personnage du père était hors champ. Donc là, c'est le truc classique d'une troupe amateur qui doit s'adapter à la contrainte. Bravo d'avoir trouvé des solutions autour de ce manque d'hommes. Les mecs, faites intégrer des troupes de comédie musicale. C'est vrai que c'est que des meufs tout le temps. Non, je rigole. Laissez ça aux meufs. Oui, oui. Autre spectacle que tu as vu, Anna, le spectacle Discord, que tu as vu donc le 12 octobre dernier. Un spectacle de la troupe Les Olympiennes. Et oui, une toute nouvelle troupe, mais qui, pour son premier spectacle, fait déjà quelque chose de grande qualité. Donc cette comédie musicale Discord, c'est une création, pour le coup, une variation sur un épisode de la mythologie grecque, le mariage entre Thétis et Pelée, qui a été décidé par Zeus. Et dans cette version-là, 3 déesses veulent s'opposer à ce mariage et faire fuir Thétis. Alors comme vous le savez, si vous vous souvenez, il y a quelques temps déjà, j'avais fait un épisode carte blanche. J'adore la mythologie grecque, donc j'étais assez contente d'aller voir ça.
Vraiment, je suis toujours impressionnée par le travail de ces troupes-là, de ces troupes amateurs, impressionnants sur les costumes, les décors, la mise en scène qui était assurée par Marie Clément, qui jouait aussi Hera. Le livret était intéressant et partait d'une super idée, mais c'est vrai que j'ai trouvé un peu confus alors que je connais bien la mythologie grecque, je ne comprenais pas tout de suite. Il y avait malgré tout un narrateur plutôt marrant, joué par un comédien vraiment excellent, qui était là pour éclairer le public, mais je trouve que ça n'a pas toujours suffi. Il manquait quelque chose un peu plus précis en termes d'écriture. Sur la musique, c'était un jukebox musical, mais ce qui est marrant, c'est que je connaissais pas trop les chansons, ce qui malheureusement enlève un peu de l'intérêt du jukebox, je trouve. Le plaisir du jukebox, c'est quand on retrouve des chansons qu'on connaît. C'est peut-être un souci de génération, je me suis sentie un peu vieille, je pense que certaines chansons devaient être des tubes récents, c'est pour ça que je connaissais pas. Du coup, en fait, mes numéros préférés ont été les chansons que je connaissais déjà. Par exemple, Everybody Knows, qui est une chanson de Leonard Cohen, qui était le numéro d'ouverture avec tous les dieux de l'Olympe, qui était excellent. Et aussi la chanson Skyfall, chantée par les 3 déesses. Au niveau du jeu, c'était vraiment très bien dans l'ensemble, notamment Hera, notamment Dionysos, qui était joué par une femme, et donc le narrateur, comme je l'ai dit. Les chorégraphies étaient excellentes, avec un ensemble de danseurs vraiment impressionnant, et surtout les voix des interprètes féminines. Désolé pour les mecs, mais il y avait vraiment un écart de niveau. Les nanas étaient impressionnantes, les interprètes de Aphrodite, de Hestia, de Athéna, de Artémis et de Héra. Enfin, il y avait vraiment un niveau, j'ai trouvé pro, quoi. Je disais qu'elle pouvait très bien jouer dans des comédies musicales professionnelles à Paris sans problème. L'interprète d'Apollon aussi était plutôt bon en chant. Je me souviens d'une note grave en particulier assez impressionnante. Mon seul petit regret, c'est que les danseurs ne chantaient pas, et du coup, les chœurs étaient assurés par les chanteurs, parfois même, je pense qu'ils étaient en coulisses, enfin ça m'a un peu perturbé, j'aime bien quand les gens chantent et dansent en même temps. Ça fait un peu bizarre quand on est habitué aux comédies musicales, où c'est quand même la convention de base, c'est que tout le monde chante et danse en même temps, quoi. Mais franchement, c'était bien, ça donne envie de suivre cette compagnie, c'est une compagnie dont l'objectif, si j'ai bien compris, c'est de plonger dans les mythes et les histoires pour les retravailler sur un mode contemporain, féministe, intersectionnel, etc. Et c'est vrai que dans cette pièce, on peut noter la présence importante d'interprètes non blancs sur scène, donc vraiment très cool à voir, une bonne démarche, et j'ai hâte de voir ce qu'ils et elles vont faire par la suite. Bah super, c'est vrai que ça donne envie. Dernière comédie musicale amateur que tu as pu voir cette année, la comédie musicale 9 to 5 qui a été jouée par la troupe Something Musical, donc une comédie musicale que tu as vue le 20 octobre et dont j'avais déjà parlé, je pense, dans un épisode bilan, parce que je l'avais vue il y a quelques années à Londres. Oui, t'en avais parlé dans l'épisode bilan 2020, j'ai retrouvé, parce que du coup, après l'avoir vu, j'ai cherché ce que t'avais dit pour comparer. Ah bah oui, c'était la dernière sortie avant le confinement, février 2020. Ouais, ben voilà. Là encore, très impressionnant. Quel talent de cette troupe Something Musical, qui pour le coup est une troupe qui est déjà installée depuis plusieurs années et qui offre tous les ans des spectacles de grande qualité. Alors cette pièce 9 to 5, c'est une pièce qui date de 2009 sur une musique de Dolly Parton, adaptée d'un film de 80 avec Dolly Parton elle-même, Jane Fonda et Lily Tomlin. C'est plutôt sympa, l'intrigue tourne autour de 3 employées femmes qui vont se venger de leur patron macho insupportable. C'est plutôt marrant, même si ça devient un petit peu répétitif au fur et à mesure que l'intrigue avance. J'ai trouvé que ça rappelait les comédies musicales de l'âge classique qui se concentraient justement sur le monde de l'entreprise, comme Pajama Game ou encore How to Succeed in Business Without Really Trying. Les personnages étaient attachants, notamment les 3 personnages féminins principaux. La musique est vraiment bien, notamment bien sûr la chanson titre qui pour le coup elle avait été écrite pour le film de 80 et qui fait l'ouverture. Il y a beaucoup de solos féminins qui vont explorer les aspirations des personnages, peut-être parfois même un peu trop, mais ils sont quand même bien écrits. Et je me suis même dit que j'étais étonnée de ne pas avoir plus souvent entendu des morceaux de 9 to 5 en cours de comédie musicale. Parce que c'est vraiment des ballades belt typiques de ce qu'aiment chanter les filles en cours de comédie musicale, quoi. À ce niveau-là, elle est encore un peu trop méconnue, je trouve, alors qu'il y a vraiment du matériel à bosser pour les filles qui aiment chanter, quoi. En tout cas, là aussi, les interprètes sur scène, quand je l'ai vu, étaient vraiment exceptionnels. Ingrid Ivora, dans le rôle de Violette, la secrétaire hyper bosseuse. Sarah Baudigel, qui jouait Doralie, la cowgirl. Jeanne Lebozek, qui jouait Judy, la nouvelle employée. Mais aussi Rebecca Ben-Zmira, dans le rôle de l'assistante du boss. Franchement, c'était impressionnant, à chaque fois les voir atteindre chaque note avec cette aisance, ce talent, c'était vraiment agréable. Et en voyant la pièce, je me suis dit, un des plaisirs presque principaux de la comédie musicale, c'est juste regarder des femmes chanter leur désir d'émancipation en belletant comme des déesses, enfin c'est vraiment un kiff, quoi. C'est tellement dit de façon jolie. Non, mais c'est vrai, c'est un kiff, ça fait partie des trucs qui sont hyper exaltants dans la comédie musicale de manière générale, je trouve, et en particulier la comédie musicale plus contemporaine. Du coup, ça m'a vraiment fait plaisir, quoi.
En plus du chant, les chorégraphies m'ont bluffé, les ensembles étaient impressionnants. Je suis, encore une fois, soufflée par le talent et le professionnalisme de ces gens. C'est qui ces gens qui font des comédies musicales amateurs aussi incroyables? Enfin vraiment, rien à dire là-dessus. Le seul truc qui m'interroge, c'est le choix de jouer la pièce entièrement en anglais, donc dialogue compris. Pourquoi, quand on est une troupe française, au début je me suis dit tiens ça va un peu me déranger, mais finalement bon ils parlaient quand même tous très bien anglais, même le mec qui jouait le patron c'était de la triche parce qu'il était visiblement anglophone, il s'appelle Ciaran Cresswell, il avait un petit air d'Andrew Garfield d'ailleurs, il était très bien. Et l'autre petit bémol, c'est le rôle de la narratrice qui intervient seulement au début et à la fin, mais dont la présence ne se justifie pas vraiment. Je sais pas si tu te souviens s'il y avait une narratrice dans la version que tu as vue, mais j'ai l'impression que c'était un ajout. Il me semble pas, ouais. Et ça donnait un côté amateur, ça donnait un peu l'impression que c'était un rôle qui avait été rajouté parce qu'il fallait donner à plus de personnes qui avaient deux rôles, quoi. Donc petit bémol à ce niveau-là, mais sinon franchement très 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 bien. Le niveau des troupes amateurs, je me répète, hein, mais le niveau des troupes amateurs parisiennes est de plus en plus impressionnant, je trouve, avec les années. Et du coup, est-ce qu'il y avait l'apparition de Dolly Parton projetée sur scène à la fin, ou ça ils ont coupé? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette partie-là? Le côté Dolly Parton, ils ont un peu... c'était pas le sujet, quoi. Eh bien, merci Anna pour tout ce bilan des spectacles amateurs. Et nous allons finir sur le théâtre en mentionnant une captation. La captation du spectacle de Rachel Bloom qui est disponible sur Netflix depuis le 15 octobre 2024, le spectacle intitulé Death Let Me Do My Show, un spectacle que nous avions vu toutes les deux avec Anna à Londres en 2023. Et qui a donc été enregistré lors de représentations au Williamstown Theatre Festival les 12 et 13 juillet 2024. Donc voilà, on avait très hâte que le spectacle soit disponible au revisionnage. Donc moi j'ai adoré le revoir, hein, j'ai adoré pouvoir aussi poser et comprendre mieux certains passages. Il m'a semblé qu'il y avait quelques légères modifications par rapport à la version qu'on avait vue à Londres, mais voilà, j'en suis pas sûre à 100%, peut-être que ma mémoire me joue des tours. Je pense que oui, hein, je pense qu'il y a eu du retravail entre la version special, puisque nous quand on l'a vu ça s'appelait Death Let Me Do My Special, et je pense qu'il y a eu pas des énormes changements, mais quand même de la réécriture entre les deux, ouais. Ouais, j'ai du mal à pointer exactement où, hein, dans mon souvenir, vraiment c'est trop flou, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits ajustements. Alors sans vouloir spoil, il y a un truc qui a changé, c'est sûr, c'est qu'il y a un personnage qui est ici joué par David Hull, qui joue le personnage de White Joe dans Crazy Ex-Girlfriend, alors que lorsque on a vu le spectacle à Londres, ce personnage était joué par Danny Scholes, qui joue le personnage de George dans Crazy Ex. Je trouve que c'est moins évident du coup comme emploi parce que voilà, dans le cas de Danny Scholes, il y avait vraiment quelque chose de presque habituel à le voir dans ce type de rôle. Là, c'est presque du contre-emploi pour le coup, mais pourquoi pas, voilà, ça apporte un twist. Ok, alors moi, j'ai pas encore eu le temps de le revoir malheureusement, alors que comme toi, j'avais hâte, mais bon, je suis absolument submergée. Mais évidemment, je le verrai avec grand plaisir, ça me fera très plaisir de retrouver ce grand moment qu'on avait vécu quand on l'avait vu en 2023 à Londres, et d'ailleurs, si vous voulez retrouver notre avis sur ce spectacle, on avait parlé dans le bilan annuel 2023. C'est donc la fin de cette première partie. On n'avait pas forcément prévu que cet épisode bilan serait en 2 parties, mais c'est tellement long que on va couper l'épisode en 2. On vous fait un petit wicked. On vous surprend à la fin. Partie 1. Pas mal, bien vu. Donc voilà, c'est la part 1, mais vous n'aurez pas à attendre 1 an pour avoir la part 2. Puisque dans quelques... je ne sais pas exactement, mais dans pas très longtemps, on vous offrira la partie 2 consacrée à tout ce qu'on a vu sur des écrans, finalement, en termes de comédie musicale, en 2024. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager vos opinions sur les spectacles dont on a parlé dans cet épisode, et voilà, nous dire ce que vous avez également aimé ou pas en 2024. Et on vous dit donc à très très vite pour la suite de cet épisode dans un nouvel épisode de All That Jazz. Salut!